Bien, écoutez, merci à tous. Euh, alors, peut-être une première question, à moins que nos invités aient peut-être un propos en préambule, une manière de voir les choses qu'ils voudraient nous exposer pour enclencher un débat futur. Monsieur Jacob, Non, pas particulièrement. Je vais vous laisser guider la réunion et puis on répondra, enfin pour ma part en tous les cas, je répondrai dans la mesure du possible à toutes les interrogations et puis vous faire part le cas échéant des positions de l'organisation par rapport aux questions que vous pourriez avoir. Merci. très bien, merci. Alors, moi j'ai deux questions. Euh, la première, enfin deux questions, deux sujets de réflexion. La première concerne évidemment, puisque beaucoup ici sont très, enfin beaucoup ici, chacun ici est impliqué dans sa ville, dans sa commune, en tant que militant et bien souvent en tant qu'élu aussi. Ma première question, elle a trait à la sécurité publique et à cette thématique que l'on voit monter de plus en plus. Un certain nombre d'articles sont parus très récemment sur le sujet, et notamment sur la transformation du trafic de stupéfiants. Je pense évidemment à ce qu'on appelle, d'un terme un peu provocateur, l'Ubershit, c'est-à-dire les livraisons désormais de produits stupéfiants, un peu comme Uber Eats, par commande sur les réseaux sociaux, par livraison par vélo, par scooter, par voiture. Donc cette transformation profonde du trafic de stupéfiants. Et puis, j'aimerais également avoir votre avis sur, là aussi, on a lu plusieurs choses sur le sujet, sur certains appellent ça d'ailleurs le tsunami blanc, c'est-à-dire cette montée en puissance extrêmement forte du trafic de cocaïne et de la manière dont les choses se déroulent. On sait qu'en Belgique, Bernard de Rosier et quelques autres ici sont du Nord, on sait qu'en Belgique et aux Pays-Bas, le trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, à partir des grands ports de Belgique et des Pays-Bas, a pris des proportions extrêmement importantes. Je rappelle qu'il y a 2 ans, le ministre de la Justice belge qui avait annoncé vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour reprendre l'expression qu'il avait employée à l'époque, s'est vu menacé de se voir enlever avec sa femme et ses enfants. Et cet attentat, en quelque sorte, cet enlèvement a été déjoué de justesse. Donc, votre avis sur la transformation finalement, parce que la sécurité publique nous interpelle tous au premier chef, la transformation du trafic de stupéfiants dans nos villes et les implications en matière de sécurité publique et la transformation aussi des produits et cette arrivée massive, nous dit-on, de la cocaïne en Europe et notamment à venir en France. Et puis peut-être une question subsidiaire, mais ça c'est autre chose, c'est aussi la réforme de la police judiciaire qui peut-être aussi a pu avoir des incidences sur la manière dont aujourd'hui la police nationale traite ces questions-là. Évidemment, chers amis et chers camarades pour les socialistes qui sont là autour de la table, si vous avez des questions complémentaires à mon propos pour pouvoir commencer ce débat, évidemment, n'hésitez pas. Nicolas, peut-être, voilà, comme vous le souhaitez. Vous voulez que je commence, monsieur Écoutez, j'ai l'invité? lancé la première question. Alors Si vous allons-y. le voulez, messieurs. Bon, moi, je vais vous donner mon analyse, en tous les cas, de ce que l'on voit, de ce que nous font remonter nos collègues. Alors, la sécurité publique, forcément, c'est les policiers les plus nombreux au sein de la police nationale, c'est les policiers de terrain, ceux que l'on voit au quotidien, mais malheureusement, la sécurité publique, c'est s'atteler à la partie émergée de l'iceberg du trafic de stupéfiants. Or, on sait que pour lutter efficacement contre le trafic des stupéfiants, il y a l'action au quotidien de la police sur le terrain et notamment là où il y a les plaques tournantes de stupéfiants dans certains quartiers de France. Mais après, il y a tout le travail au long cours de l'investigation et on reviendra peut-être par la suite sur la situation de la police judiciaire, mais en tous les cas, c'est un travail au long cours qui consiste à eh bien, la sécurité publique a interpellé les dealers, les consommateurs, d'essayer d'avoir des informations qui puissent nous permettre de les faire remonter au service d'investigation pour lancer ou pour compléter
renforcer les enquêtes en cours pour aller jusqu'au haut du spectre, c'est-à-dire démanteler les filières, les réseaux et les têtes de réseau. Malheureusement, cela ne peut pas se faire qu'au seul niveau de la police nationale, vous le savez. Ça nécessite premièrement une collaboration entre les différentes polices européennes. Vous parliez d'Amsterdam notamment. Nous, on a affaire à un gros trafic, notamment avec les arrivées sur le port du Havre, avec tout ce qui gravite autour du trafic, c'est-à-dire tous les complices hein, de ces trafics qui travaillent notamment sur le port du Havre. Et puis, il y a la question de la gestion de la collaboration avec les polices mondiales. Euh, Traiter le trafic de stupéfiants ne peut pas se faire sans avoir une collaboration renforcée avec là d'où partent les différents types de drogues. Donc c'est une coopération internationale qui doit être renforcée, qui n'est pas évidente au quotidien. Et tant qu'on ne prendra pas le mal à la racine, c'est-à-dire au lieu de départ, ce sera très compliqué en amont, sur le lieu d'arrivée, de tout gérer, de tout endiguer et surtout de tout stopper. Mais sur la sécurité publique, et on est au cœur de l'actualité avec les fameuses opérations Place Nette, XXL, pour reprendre l'expression lancée par notre ministre de l'Intérieur, alors elle a du sens dans le cadre de l'action de police, parce que quand vous êtes en sécurité publique, que vous travaillez dans une commune où il y a plusieurs quartiers difficiles, dont on sait qu'il y a des trafics de stupéfiants, et très fréquemment, vous n'avez qu'une ou deux patrouilles par vacation qui fait qu'on ne peut pas couvrir tout le territoire de manière permanente, c'est compliqué. Vous passez dans une cité, vous êtes à trois dans un véhicule, très souvent vous êtes accueilli à bras ouverts avec des pavés et autres projectiles, à minima, quand il ne s'agit pas de coups de feu. Donc forcément, on y passe et puis on rentre et on en ressort. Les opérations Place Nette ont au moins l'avantage, en tous les cas le bienfait pour nos collègues, de redonner du sens à leur action. Malheureusement, l'action est ponctuelle et ce que l'on va éradiquer pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, eh bien, dès qu'on sera parti, et on a peut-être, l'enquête le confirmera, mais ce qui s'est passé à Sevran, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes parti, eh bien, il y a une reconquête des territoires par les trafiquants et très souvent qui se concrétise par des règlements de compte. Donc en fait, la lutte contre la drogue, il doit y avoir des opérations coup de poing et ça donne un sens à l'action de police pour mes collègues, mais derrière, il faut une pérennité de la présence policière où il y a des trafics pour éviter que ça ne se rétablisse et que ça génère à nouveau des conflits et puis malheureusement des victimes, y compris dans les consommateurs. Voilà un peu J'ai succinctement. Monsieur Jacob, je me permets de vous interrompre. C'est juste une petite question qui me vient à l'esprit à ce moment-là. Vous dites évidemment, fort justement, que il faudrait pouvoir avoir une pérennité de ces actions. Est-ce que vous estimez avoir les effectifs pour que ces actions restent pérennes et pour qu'elles ne soient pas seulement ponctuelles dans certains quartiers ou certaines villes? Non, on n'a pas l'effectif pour assurer aujourd'hui la pérennité d'une présence policière telle qu'on a pu, alors je vais paraître un peu vieux maintenant, mais tel que moi j'ai pu les connaître dans les années, début des années 90, où on avait encore dans les quartiers difficiles ce qu'on appelait les commissariats de quartier. Alors certes, il y en a quelques-uns qui brûlaient de temps à autre, hein. C'est pas nouveau, hein, le fait que la police dérange et qu'on ne l'accepte pas dans certains quartiers où règnent certains trafics, mais on avait une présence policière, en tous les cas, au moins jusqu'à 20 heures, avec des commissariats de quartier, des îlotiers. C'est fini. La police de proximité telle que moi je l'ai connue dans les années 90, plus jamais vous n'arriverez à la réinstaurer sous cette forme. C'est une cause perdue d'avance. Donc il faut expérimenter d'autres choses et le ministère de l'Intérieur, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait notre ministère, mais au moins cette expérimentation, elle mérite d'exister et je pense qu'elle mériterait d'être étendue à l'ensemble du territoire national, ce sont les commissariats mobiles. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, ça remplacera pas, bien évidemment, une police H24 sur le terrain, mais ça donne déjà un nouveau lien avec la population et c'est très important. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans dans une cité difficile à Épinay-sur-Seine, hein, la cité d'Orgemont, pour ceux qui connaissent, qui n'est pas une des cités les plus faciles. Et la grande majorité des gens ont besoin d'avoir un lien avec les services publics et le premier, c'est celui de la police et pas uniquement un lien
où on ne voit la police que dans des actions répressives. C'est-à-dire qu'il faut un contact de la population parce que la population, que j'ai connue moi il y a quelques décennies, c'était la première source d'information pour la police, justement pour s'attaquer eh bien, à tout type de trafic que l'on pouvait connaître. Et il y avait un lien de confiance qui faisait que la population venait à nous et venait nous donner des infos. Aujourd'hui, aller trouver quelqu'un dans un quartier difficile où il y a des trafics de stupéfiants qui va descendre de sa tour d'immeuble pour venir vous attraper en vous disant, mais attention, à tel endroit, il y a telle et telle chose qui se passe. Vous ne l'aurez pas parce qu'il y a une telle peur de représailles, parce que c'est à la main certains quartiers de trafiquants, ce sont eux qui font leurs lois, et donc c'est très compliqué aujourd'hui pour la population de venir s'épancher auprès de policiers, surtout quand on est présent uniquement pour des actions de répression. Donc il y a cette expérimentation de commissariat mobile qui me semble être en tous les cas une idée intéressante, peut-être qu'on peut en développer d'autres, mais celle-là, elle a le mérite déjà d'exister à titre expérimental. Je pense que dans quelques mois, on aura peut-être plus d'éléments probants pour dire si c'est efficace ou pas, mais en tous les cas, ça permet déjà d'être en proximité, que les gens puissent venir déposer plainte, ne serait-ce que cela, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de se déplacer au commissariat central pour aller déposer plainte. Donc, avoir alors, le commissariat mobile, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, hein, ce sont des fourgons qui sont équipés pour recevoir du public, avec de quoi s'asseoir, une table, un parc informatique pour pouvoir prendre les plaintes en direct. Enfin voilà, vraiment un contact direct à la population. Déjà, si on arrive à recréer ce lien de confiance en démontrant qu'on est aussi là pour cette catégorie de population qui, excusez-moi du terme, hein, mais se sent comme des citoyens de seconde zone. Hein. Les quartiers ont été quand même très globalement désertés par la plupart des services publics et ils ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes droits que le reste de la population. Donc si nous, on fait au moins cette démarche d'aller vers la population, on recréera du lien et ce lien nous permettra peut-être, parce que c'est pas garanti, mais en tous les cas, d'avoir des informations que nous n'avons pas aujourd'hui pour travailler en amont sur l'implantation de certains points de deal, notamment pour revenir au sujet que vous avez lancé sur le trafic des stupéfiants. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, hein. Je ne sais pas si vous avez les uns les autres des remarques ou des questions. Oui, Monsieur Couvi. Oui, bonjour. Donc, effectivement, il faut dépeindre. C'est une question très intéressante, les stupes, parce qu'il faut replanter un peu le décor. C'est le premier marché criminel au monde, le trafic de stupéfiants. C'est en France un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et ça emploie 240 000 personnes qui vivent du trafic. Alors, directement et indirectement, mais qui sont quand même dans ce trafic-là. Alors, pour faire de l'humour, je vais dire que c'est la première Startup Nation. Voilà, c'était M. Macron qui avait dit ça, qu'il fallait une Startup Nation. Vous savez, le trafiquant de stupes, il a compris, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est un businessman. Et ça repose aussi sur la corruption. Sans corruption, il n'y a pas de trafic de stupes. Malheureusement, on en est là aussi. Juste pour vous dire que ça dégénère énormément d'argent. Donc, du coup, le trafiquant, il a du temps. Et c'est pas le temps politique qu'on peut prendre le temps sur un quinquennat, etc. Il faut voir vraiment à long terme. Lui, il a du temps parce qu'il a de l'argent. Il a vraiment, donc il a aussi ce temps-là de se développer. Il a de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui prend localement dans des quartiers. C'est le ruissellement économique. On arrose un peu partout. On fait vivre aussi des gens par une petite redistribution, j'allais dire, économique, et en même temps par la terreur. Parce qu'il faut parler de ça aussi. On voit des choses horribles dans des quartiers. Il y a des enfants qui sont incités à rentrer dans ces trafics et qu'on prend, qu'on martyrise, on les filme en train de faire des fellations et autre chose, des agressions sexuelles, et après on s'en sert pour les faire chanter pour qu'ils ne repartent plus du trafic. Donc ça, c'est quand même des choses, vous voyez, derrière le petit joint qu'on fume le samedi soir, je suis pas un fan de Dupond-Moretti, mais là-dessus, il peut pas dire le contraire, que oui, ceux qui fument du cannabis et qui prennent de la drogue, aujourd'hui, ils ont un peu de sang sur les mains. Euh, il faut savoir aussi effectivement que 80% des drogues qui sont saisies par la voie maritime. Donc les ports, effectivement, comme le port du Havre, mon collègue Denis Jacob en parlait, effectivement, c'est névralgique. En 2022, il y a eu 156 tonnes saisies
dans toute la France, 128 tonnes de cannabis et 27 tonnes de cocaïne, pour vous donner une idée. Aujourd'hui, donc, je parlais de la corruption. Par exemple, si vous achetez un badge d'accès à un terminal d'aéroport, c'est 35 000 euros. Donc, vous devez 35 000 euros à la personne qui, en échange, laissera passer la drogue. Un conducteur de chariot cavalier, par exemple, sur un port, c'est 100 000 euros. Et un docker, c'est 150 000 euros. Alors, quand on, effectivement, moi, je ne suis pas là pour juger, mais quand on vous donne 150 000 euros sur la table en liquide, on vous dit, voilà, maintenant, tu vas fermer les yeux sur ce container. euh, c'est une somme énorme et c'est à prendre en jeu aussi. Sur les usagers, il faut aussi, on a des chiffres, moi j'ai les chiffres de 2022, il y a 600 000 utilisateurs de cocaïne, 5 millions de fumeurs de cannabis, alors pas réguliers. Les réguliers, c'est à peu près 500, c'est 200 ou 300 000 par jour à peu près, quotidiennement. Voilà, 5 millions, c'est dans toute l'année. La MDMA et l'ecstasy, c'est 400 000 utilisateurs en France. Euh, donc voilà, c'est vraiment pour vous décrire un petit peu ce que c'est que ce tsunami. C'est un tsunami, mais parce que derrière, il y a beaucoup d'argent. Aujourd'hui aussi, si on a beaucoup de cocaïne et beaucoup de cannabis, c'est parce qu'il y a aussi plusieurs récoltes par an. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès dans l'agriculture, et y compris malheureusement là-dedans. Et donc, il y a les pays fournisseurs, Amérique du Sud ou Maroc, par exemple, qui arrivent à faire plusieurs récoltes dans l'année. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que, vu que vous avez plusieurs récoltes, les prix baissent, forcément. Donc, c'est pour ça aussi que la drogue est beaucoup moins chère qu'à une époque. Euh, le trafic de stupes dans un quartier, c'est comme une usine, en fait. Donc, effectivement, vous avez les choufs, c'est les personnes qui sont là pour surveiller. Souvent, c'est des mineurs, des petits gamins qu'on prend, parce que s'ils sont interpellés par la police, ils risquent pas grand-chose. Ça aussi, le délinquant l'a très bien compris. Ils connaissent, si vous voulez, les faiblesses du code pénal et du code de procédure pénale, et ils s'en servent. Donc, l'argent ruisselle dans la cité, dans certains quartiers, effectivement, tout le monde profite un petit peu indirectement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est compliqué d'un seul coup de couper les vannes. Pendant des années, nous, flics de terrain, on avait des instructions des fois pour pas aller dans certains quartiers parce que bah, ça embêtait aussi un peu le maire local qui voulait pas qu'il y ait de problèmes dans le quartier, dans la cité. Donc, on avait des instructions off, bien sûr, c'est jamais écrit, pour nous dire, vous n'allez pas trop ici dans ce quartier parce qu'en ce moment, c'est calme et j'ai pas envie d'avoir des émeutes. Donc, voilà un petit peu, je vous ai dépeint ce qu'on on voit, nous, au quotidien, et toute la violence que ça engendre. On a vu cette année, en 2023, plus de 1000 homicides en France. Il faut prendre en compte aussi les tentatives d'homicide qui sont de 4000. C'est-à-dire, vous avez 4 tentatives d'homicide pour un homicide réalisé. Et une bonne partie, on le sait, c'est dans le trafic de stupes. Voilà. Et ça touche toutes les catégories, et surtout les gamins. Et nous, notre crainte, c'est qu'il y a de plus en plus de saisies d'armes dans les affaires de stupes. Et on voit qu'il y a aussi de plus en plus de gamins qui ont des armes maintenant, parce qu'encore une fois, le délinquant se rend compte qu'un mineur risque beaucoup moins qu'un majeur. Et donc, les enfants sont intéressés dans cette criminalité. Et j'allais dire que la main-d'œuvre, on la garde, et on l'a vu pendant les émeutes du mois de juin dernier. Quand vous brûlez des écoles, quand vous brûlez des lieux de culture, des mairies aussi, vous faites passer effectivement des idées, et surtout, c'est que vous coupez les enfants de cette culture, de cette émancipation. Et donc, vous voulez les garder dans un quartier. Et vous voulez justement les garder dans ce quartier parce que ça va vous faire de la main-d'œuvre après. Et là, derrière tout ça, il faut aussi prendre ça en compte. Voilà, voilà. Sur la réforme de la PJ, bon, alors on n'a pas trop de recul parce que la réforme vient juste d'être lancée. Effectivement, il y a une grosse crainte de nos collègues enquêteurs de la police judiciaire parce que l'idée, c'était effectivement qu'on départementalise la police judiciaire, sauf que on se rend compte qu'on est face aussi à des mafias, euh, des, des- et en fait, j'allais dire que le trafic de drogue n'a pas de frontières. On voit aujourd'hui que des équipes de Marseille montent sur Avignon, sur Nîmes, dépassent le département. Pareil, sur l'ouest de la France, il y a des équipes parisiennes qui montent, notamment sur Brest, sur Nantes, pour faire du ménage, récupérer des points de deal. Quand vous, en tant que policier, vous tapez dans la fourmilière et qu'effectivement, vous envoyez des gens en prison, eh bien, vous déstabilisez le marché local et du coup, ça ouvre l'appétit aussi à des plus gros. C'est du business, hein.
qui se disent, bah, tiens, par exemple à Marseille, j'ai atteint mon plafond de verre, je fais mon chiffre d'affaires maximum, maintenant il faut que je me diversifie, donc je vais aller voir où je peux trouver des nouveaux clients. Et les nouveaux clients, ben, c'est dans des endroits où il n'y a pas trop de force de l'ordre. Donc c'est vrai que, comme disait Denis Jacob, pardon, effectivement, on a plus cette police de proximité comme on avait avant. Ça nous pose un problème, nous, parce qu'on a perdu le pouls avec une partie de la population depuis des années. On a eu des coups franches aussi, il faut le dire. On a eu la RGPP sur Nicolas Sarkozy. On a eu aussi la modernisation de l'action publique sur François Hollande, qui ont fait très très mal aussi à la fonction publique et aux actions de la police. Mais ça, je le dis parce que on se dit les choses, on est comme dans un vestiaire, c'est normal que vous preniez tout ça en compte. Euh, ce pouls qu'on avait avec la population, les gamins, nous, on les connaissait par leur prénom, on savait quelle porte ils habitaient, on savait les ramener à la sortie du soir s'ils faisaient des bêtises, on parlait, on avait ce lien avec les parents, et effectivement, on faisait remonter de l'information, j'allais dire, qui est dans les commissariats, et aussi bah, pour les services de renseignement, pour les services de PJ, enfin, on avait vraiment la force de police qui était sur place. Pour faire des économies de marché dans la fonction publique, on a quitté ces petits commissariats de quartier pour faire des grosses structures d'agglomération. Et effectivement, on a changé de police. On est devenu une police un peu plus répressive, qui se voit. Et surtout, ce qui est arrivé, qui nous a fait beaucoup de tort, c'est la politique du chiffre. Et la politique du chiffre, depuis Nicolas Sarkozy, elle n'a jamais été abandonnée. Et donc, en fait, on a des objectifs. Et moi, je suis désolé, pour moi, la police, c'est un service public. Donc, on rend un service aux citoyens. On n'est pas là pour faire de la production de sécurité. Et quand vous faites de la production et vous donnez des objectifs chiffrés, bah, vous allez forcément au plus simple pour avoir des primes. Voilà. Donc, il faudrait donner plutôt des objectifs de qualité, plus qualitatifs que quantitatifs. Et là, vraiment, on aurait peut-être une police qui serait encore plus près de la population et qui serait peut-être plus efficace et plus vue. Voilà, j'en ai terminé pour l'instant. Merci, M. Couvi. Nicolas, normal, puis de nouveau M. Jacob. Oui, enfin, je vais élargir un tout petit peu le sujet par rapport à la question qui était posée, notamment sur la question des drogues, mais surtout, je voulais réagir et avoir votre avis sur, vous avez évoqué tous les deux la question de la disparition de la police de proximité. Moi, je pense en effet que c'est une vraie question hein, qui n'est pas récente, mais qui a aujourd'hui des conséquences extrêmement importantes. Vous l'avez dit vous-même à l'instant sur le fait que le pouls vis-à-vis de la population, l'immersion dans les quartiers, la connaissance du terrain, la connaissance de différents acteurs, d'ailleurs que ce soit les habitants, mais toute une série d'autres acteurs, les commerçants, les clubs de prévention, etc. Et moi, je le dis comme élu, j'ai le sentiment que, évidemment, cette disparition de la police de proximité, elle a des conséquences très importantes, vous l'avez souligné, mais j'ai la conviction aujourd'hui on ne reviendra jamais à cette police de proximité. Et je crois d'ailleurs que vous l'avez plus ou moins dit, monsieur Jacob. La question du coup que moi je me pose, c'est comment vous voyez aujourd'hui l'articulation qui, de mon point de vue, doit s'opérer avec ce qui est désormais, je crois, en tout cas c'est dans beaucoup de grandes villes le cas, constitue une nouvelle police de proximité, ce sont les polices municipales. D'ailleurs, pourquoi les polices municipales se sont énormément développées toutes ces dernières années? C'est aussi parce que un certain nombre de sujets et préoccupations des habitants dans la proximité n'étaient finalement plus pris en charge ou moins bien pris en charge par la police nationale. Et donc, finalement, ça a laissé ça a créé la nécessité pour les élus locaux de pouvoir se doter de polices de plus en plus nombreuses, de plus en plus dotées, etc. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'avenir est plutôt un travail sur à la fois une meilleure articulation? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un Beauvau des polices municipales qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur, où un certain nombre de questions vont être posées, notamment sur les compétences et les prérogatives des polices municipales. Donc, ne pensez-vous pas que l'avenir, c'est plutôt à travailler sur le lien et la meilleure coopération entre ces deux polices? Première question. Et deuxième question, comment, alors qu'on sait que le développement un peu anarchique, finalement, comme effet de créer de fortes inégalités territoriales, notamment pour les villes ou dans les zones qui n'ont pas les moyens de développer ce type de police,
comment faire en sorte finalement qu'on arrive à retrouver une forme d'égalité républicaine vis-à-vis du service de police, puisque évidemment on se trouve dans cette difficulté que les polices municipales finalement sont aujourd'hui les nouvelles polices de proximité. Or, il n'y a pas des polices municipales partout. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut essayer d'avancer sur ce type de questionnement? Merci Nicolas. Monsieur Jacob, vous souhaitez intervenir? Je ne sais pas si c'est... Oui, bah écoutez, je vais faire d'une pierre deux coups. On gagnera peut-être du temps. Alors, pour revenir sur le trafic de stupéfiants très rapidement, bon, Jean-Christophe Couvi, je rejoins complètement son analyse, hein. Euh, c'est un business. La drogue, c'est un business, c'est un commerce. Et pour gagner plus d'argent, il faut se diversifier. Donc, quand on a atteint le, le plafond de verre, eh bien, il faut se délocaliser. Donc, on va vers les petites villes, et puis ensuite, on va en ruralité, et puis on crée un maillage territorial. Et puis, c'est comme la toile d'araignée, ça s'étend, ça s'étend. Mais il n'y a pas que ça. La diversification aujourd'hui, parce qu'on fait quand même du travail contre le trafic de stupéfiants, notamment avec les services d'enquête, eh bien, les trafiquants se diversifient aussi via Internet, via la livraison à domicile. Et je pense que l'avenir de la lutte contre les stupéfiants sera aussi de renforcer la police du net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes sous-dimensionnés en effectifs pour traquer les trafiquants sur... Alors, il y a le Darknet, il y a les messageries cryptées, et puis il y a l'Ubershit aujourd'hui, hein, qui se fait par une livraison à domicile. Donc, tout ça, dans une grande réforme de la police nationale, c'est à prendre en compte, mais pour rebondir sur les réformes, la réorganisation de la police égale désorganisation des services. Alors, je vais être un petit peu méchant, mais des ministres, j'en ai vu quelques dizaines passer depuis que j'ai commencé en 1988. Il y a eu des très bonnes choses de fait, il faut le dire, hein, notamment la décentralisation de Pierre Jox, qui a permis d'avoir des budgets décentralisés au niveau départemental. Et ça, c'est à souligner parce que ça a permis de donner une bouffée d'oxygène en temps réel à la police pour s'adapter et s'organiser en conséquence. Mais les effets négatifs que chaque ministre a apporté ou que chaque directeur général a apporté, c'est que chacun veut sa petite réforme. Et puis, on adapte la police au gré des envies. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec une police nationale qui se retrouve avec un millefeuille de services superposés. Moi, j'ai connu dans les années 90 ce qu'on appelle la police d'urgence, la police secours, les primos intervenants que sont devenus aujourd'hui la police municipale. Nous étions les primo-intervenants, mais pour être les primo-intervenants, nous étions des brigades de roulement à 20, à 30, à 40 effectifs. Aujourd'hui, s'ils arrivent à la dizaine, c'est déjà beau. Donc, et puis on a créé des petites unités. Et en fait, pour que tout ce monde-là puisse travailler dans de bonnes conditions, il faut les coordonner entre elles à l'instant T pour pouvoir intervenir. Séparément, elles ne peuvent pas travailler. Il faut qu'elles travaillent en collaboration, en coordination pour que ça marche. Donc, moi, je portais une proposition quand on a eu la réforme territoriale en 2016. D'ailleurs, ça avait été acté en comité technique de la police à l'époque. C'était de refaire un grand service général avec la fusion d'unités existantes pour revenir à ce qui existait auparavant. Alors forcément, je me coupe la branche sur laquelle j'étais assis, hein, avec mes camarades des autres syndicats, parce que forcément, qui disait fusion d'unités, eh bien, levée de bouclier de nos propres adhérents pour qu'on ne touche pas à leurs nouvelles unités dans lesquelles ils avaient trouvé un équilibre professionnel et familial. Je pense au GSP, au GAP, au groupe d'appui, enfin, à toutes ces unités qui sont venues graviter autour du service général. Et ça, c'est le fait de volonté de ministres, de directeurs qui, chaque fois qu'ils sont arrivés au ministère de l'Intérieur, ont voulu marquer leur empreinte en créant les unités qu'ils avaient envie de créer. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec des missions que nous ne sommes plus en capacité de faire. La police de proximité. Alors, la police de proximité, j'ai toujours été un peu nuancé sur son bienfait. Elle avait du sens, si elle aurait eu du sens, cette police de proximité, qui a été quand même très courte, hein, 2002, hein, ça a été sur 2 ans, hein, le gouvernement de Lionel Jospin, et puis la suppression par l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Elle aurait eu du sens, elle aurait été efficace
si elle avait été faite de manière chirurgicale, ciblée. Or, la volonté, ça a été de mettre du bleu partout et tout de suite. Résultat, on a déshabillé des unités pour aller constituer la police de proximité, et donc ça a été un échec. Et c'est dommage parce que ça avait vraiment du sens là où on en avait besoin. Donc forcément, ensuite, le changement politique a fait que on était plus sur de la prévention, mais plus sur la répression. Et tout ça pour dire que la police municipale, aujourd'hui, elle ne doit plus être considérée comme une force supplétive. C'est la troisième force de sécurité en France. C'est environ 25 000 agents. Et pour répondre à votre question, Monsieur Norman, je suis moi-même élu municipal. Il y a eu une réforme des collectivités territoriales, des intercommunalités notamment, il y a quelques années, parce que je crois que ça a été lancé vers 2014-2015, où il était prévu que les intercommunalités reprennent les polices municipales, justement pour que là où les communes ont des polices municipales au sein d'une interco et là où il n'y en a pas, eh bien qu'on puisse mutualiser les moyens pour couvrir l'ensemble du territoire. Et puis le deuxième débat, et vous l'avez dit très justement, il va y avoir le Beauvau des polices municipales, c'est le statut de la police municipale. On ne peut pas avoir une police municipale à deux vitesses en fonction de la richesse ou pas d'une commune. Il faut que ce soit une police, donc une sécurité, identique pour tous et partout. On ne peut pas avoir une police à deux vitesses en fonction des moyens que l'on a ou que l'on n'a pas. Et moi, ce que je regrette dans l'organisation du Beauvau de la sécurité, c'est qu'une fois de plus, on travaille en tuyau d'orgue. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable dans ce pays, on n'est pas capable dans ce pays de faire un grand Beauvau avec tous les acteurs. Pourquoi un Beauvau des PM? Pourquoi un Beauvau de la police? Pourquoi un Beauvau de la justice? Bon, c'était pas un Beauvau, c'était des États généraux, mais pourquoi on n'a pas fait des grands États généraux en association, en associant tous les acteurs, puisqu'on n'arrête pas de nous dire, alors sous Sarkozy, c'était la coproduction de sécurité, aujourd'hui, on parle de continuum, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose, mais on le fait en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir une transversalité de travail en fonction des acteurs de sécurité pour essayer ensemble de définir un grand plan d'action de sécurité pour le pays. Donc ça, je le regrette, je l'avais dit, je l'avais déjà dit du temps du Beauvau de la police et puis des États généraux de la justice. Et je pense que tant qu'on continuera à travailler comme cela, on n'arrivera pas à quelque chose de probant en matière de sécurité sur le terrain. Et puis, après, il y a le côté corpo, hein, je ne vais pas le nier. Chacun y va de ses revendications. Alors, la police, elle veut ça, la police nationale, elle veut telle disposition. L'APM, elle veut autre chose, ou elle veut quelque chose de similaire à l'APN. Dans tout ça, on a la gendarmerie. Là aussi, une vraie question, la gendarmerie à double statut militaire et civil. Je crois savoir qu'au niveau européen, la police militaire n'est pas autorisée. Bon, à un moment donné, il va véritablement falloir se poser la question de cette guerre des polices qui existe, où on a un très fort lobbying aussi des gendarmes au sein du ministère de l'Intérieur pour prendre les postes à responsabilité, et donc il y a ces guerres des chefs. Alors sur le terrain, ça ne se ressent pas parce qu'on arrive, nous, policiers de terrain, à travailler en bonne intelligence et de manière collaborative entre PM et GN, mais à plus haut niveau, il y a un peu cette guerre des chefs où tout le monde se tire un peu la bourre pour savoir qui va prendre le commandement, qui va prendre la responsabilité. Et ça génère aussi des freins dans l'évolution de notre institution pour être efficace sur le terrain. Et dernier point, je digresse, mais ça c'est lié. Il faut aussi qu'on ait une véritable politique d'anticipation budgétaire. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, Monsieur Vico, à l'occasion d'auditions à l'Assemblée. Donc voilà, la problématique du budget, c'est le manque d'anticipation pour répondre aux problèmes auxquels on est confronté. Dans la police nationale, je pense que Jean-Christophe pourra confirmer, on ne règle un problème que quand on y est confronté. Et un exemple flagrant, l'état des commissariats. Je ne prends que cela. Qui dit état des commissariats dit
conditions de travail catastrophiques pour les policiers, mais aussi dit quel accueil pour la population. Et donc, c'est quand il y a des fuites de partout, qu'il y a des fissures de partout, on va dire, bah, allez, on va racheter un terrain, on va construire. Sauf qu'une construction, ça prend 10 ans, hein, entre minimum 10 ans. Certains, c'est même 20 ans. Alors que si on avait une politique d'anticipation budgétaire, de rénovation au fur et à mesure des besoins, déjà, économiquement, ça coûterait beaucoup moins cher, parce que entre rénover au fur et à mesure et tout raser pour reconstruire, c'est pas tout à fait le même prix, et que ça aussi, dans notre pays, mais c'est pas propre à la police, je pense que ça fait partie de l'histoire de notre pays, que de ne pas avoir une politique d'anticipation sur les problèmes auxquels on est confronté. Voilà, j'en arrête là parce que je suis déjà trop long et je vais laisser la parole à mes collègues et puis aux participants à cette réunion. J'ai peut-être une question, je suis désolé, je le redis, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ça me vient en même temps. Euh, Vous disiez, Monsieur Couvi, tout à l'heure, à juste titre, que finalement la police nationale a perdu cette manière de prendre le pouls de la population. Euh, et Nicolas Normal le disait, effectivement, la police municipale, les polices municipales, quand il y en a, hein, avec évidemment ce danger de fracture territoriale au regard des villes qui n'ont pas les moyens de se payer des polices municipales très importantes. Euh, donc, police municipale, véritable police de proximité, police nationale qui a perdu finalement le pouls avec le pouls de la population, cette manière de prendre le pouls de la population. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de contact direct entre la police nationale et la population qu'on pourrait trouver à travers, par exemple, les conseils de quartier qui sont obligatoires dans les quartiers en rénovation urbaine, les comités de quartier quand il y en a, les structures de démocratie participative, par exemple, le lien entre la police nationale et ce type de structure, quand elles existent, n'est pas naturel, spontané. Est-ce que ça pourrait être un autre moyen de faire en sorte que la police nationale soit davantage en contact avec la population? Moi, je me souviens que lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, en 2017, avait annoncé la police de sécurité du quotidien, la PSQ, et je me souviens parfaitement de ce qu'il avait dit. La PSQ devait être on allait mettre le paquet sur les outils techniques. Souvenez-vous, on en a fait beaucoup sur les tablettes dont allaient être équipés les policiers. Et je me souviens parfaitement de cette expression du président de la République qui était de dire la présence dans le commissariat doit être l'exception, la présence sur le terrain la norme, et ça va être l'occasion de retrouver le contact avec les élus, avec les associations, avec le pharmacien, avec le fruitier, avec le club de foot, etc. etc. Bon, très sincèrement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu. Donc, comment retrouver cette manière de prendre le pouls de la population en permanence? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de retrouver d'autres contacts, par exemple, qu'avec les structures de démocratie participative, type conseil de quartier ou autre? Alors, écoutez, je prends la parole. Alors, bon, ça se fait déjà, hein, les conseils de quartier, effectivement. Il y a des policiers qui souvent participent à des réunions. Et d'ailleurs, c'est très, très bien. Il faut aller au contact. Nous-mêmes, syndicalistes, on le fait aussi dès qu'on peut. On essaie d'aller au contact des gens. Il faut pas éviter. Alors, je vais être pareil, très, très rapide. Les polices municipales, le continuum de sécurité, nous, on l'a pas voulu, hein. On nous l'a imposé. Maintenant, on l'a. Et pour me faire une marche arrière, vous savez, en France, on a que des vitesses qui avancent, on ne connaît pas la marche arrière. Quand on va dans un mur, on passe la troisième, on y va plein pot, on ne sait jamais faire marche arrière. Bon, c'est effectivement regagner la police de proximité comme on l'a connue, ça peut prendre du temps, beaucoup d'années. Et je pense qu'il faut faire petit à petit, ça ne sert à rien de faire des grands plans. Les quartiers de reconquête républicaine, au début, on y a mis des effectifs. Le problème, c'est que les effectifs, ils servent à autre chose. Et donc, ils ne servent plus, si vous voulez, à ce pourquoi ils ont été créés. Donc ça, c'est pareil. Faut savoir que pour deux policiers qui sont sur le terrain, il faut quand même un officier de police judiciaire qui traite aussi les affaires. Voilà, c'est deux ou trois policiers sur le terrain, un OPJ qui traite les affaires, parce qu'il y a ça aussi derrière, il y a tout ce qu'on ne voit pas, un peu le back-office, comme on appelle dans le jargon économique, mais c'est ça. Et donc, quand on dit oui, on va multiplier par deux le nombre de policiers sur le terrain, en fait, on ne va pas recruter deux fois plus de policiers. On va justement détacher du temps grâce à des moyens technologiques, comme on appelle les néos. Les néos, c'était justement ces petits téléphones tablettes
qui nous permettent de consulter les fichiers en temps réel. Ça permet aussi à notre hiérarchie de savoir où on est en temps réel et effectivement de faire des retours, les mains courantes informatisées, etc. Ça se fait tout de suite et c'est vrai que tout ce temps-là où on devait retourner au commissariat pour prendre l'écran, enfin l'ordinateur et faire des restitutions, oui, on peut le faire maintenant en direct. Mais j'allais dire encore une fois, il faut nous dégager du temps pour aller dans les écoles, du temps pour aller au contact des gens. Il faut aussi, moi je dis, faire venir les jeunes visiter des commissariats. Alors ça devient compliqué parce qu'un commissariat aujourd'hui c'est une cible. On voit bien qu'il y a des attaques au couteau, y compris dans notre commissariat qui est censé être un sanctuaire. Mais là encore, je suis désolé, mais on n'a pas de portique à l'entrée des commissariats malgré les attentats qu'on a eus. Là, on le demande aussi, ça fait partie de notre rôle de syndicaliste de demander des locaux sécurisés, sans devenir des bunkers non plus. Il faut trouver le bon équilibre, en fait. De toute façon, la politique, c'est le bon équilibre, hein, donc c'est ça. Après, c'est répondre aussi au police bashing. Depuis quelques années, on voit bien que la police nationale est la cible. Je suis désolé de vous le dire, vous faites partie de la NUPES, mais d'une partie de la politique, il faut se dire les choses aussi. Quand on n'arrête pas de dire tous les jours que la police tue, que la police est raciste, etc., ça rentre dans l'imaginaire des gens, une certaine partie de la population. Et effectivement, après, nous, on a du mal parce qu'on a cette étiquette dans le dos et c'est compliqué d'aller au-devant des gens quand vous avez des a priori. Moi, notre syndicat, on est allé par exemple à Paris 8 à Saint-Denis pour voir une sociologue. Il y a une sociologue qui nous a suivis pendant quelques années. Et quand j'ai assisté au cours, effectivement, j'étais étonné parce que les jeunes ont plein d'a priori sur la police et en fait, on ne se connaît pas. Ils ne connaissent pas les policiers. À une époque, effectivement, et d'ailleurs, des jeunes de quartier qui maintenant ont un peu de bouteille, entre 30 et 40 ans, nous disent qu'ils attendaient, ils kiffaient, comme ils disaient, le moment, l'été, où ils partaient avec des policiers pour faire des activités sportives, pour faire des randonnées, pour faire du tir, etc., etc. Ils aimaient bien ça parce que quoi qu'on dise, on aime bien l'ordre. Et ce qui manque à ces jeunes, souvent dans des quartiers, c'est une structure, c'est de l'ordre et c'est surtout savoir connaître jusqu'où je peux aller. Et ben ça nous faisait nous rencontrer aussi. Moi, je suis rugbyman, j'ai joué à Suresnes. À Suresnes, j'ai joué avec des mecs de quartier qui connaissaient pas les policiers. Et on a sauvé aussi quelque part comme ça aussi des jeunes qui ont découvert qu'un policier, bah, c'était un rugbyman, un mec qui boit une bière de temps en temps avec eux, qui partage, qui partage les problèmes, aussi les moments de joie. Et en fait, c'est deux univers qui se télescopent et qui ne se connaissent pas. Et ça, c'est important de retrouver un peu, si vous voulez, cette faculté à aller vers les autres. Un policier, effectivement, aujourd'hui, et c'est compliqué, on est habillé comme des porte-avions, je le reconnais. Donc, ça peut avoir ce barrage de dire, ouais, mais regarde, ils sont habillés, ils sont très répressifs. On a aussi des collègues qui s'engagent en dehors aussi de la police, dans des associations sportives, au quotidien, les associations dites sociales, etc. Et on en a beaucoup plus qu'on le pense. Il faut qu'on ait cette culture de la transparence. On n'a rien à cacher dans la police, effectivement. Mais le plus grand ennemi, j'allais dire, de l'homme politique, puisqu'un jour, peut-être que vous serez aux affaires, c'est la technostructure. C'est-à-dire que nous, on a une technostructure police qui reste en place. Et c'est le pire ennemi, j'allais dire, parce que quand un homme politique, et vous connaissez dans les mairies, dans des départements et dans les ministères, vous donnez des instructions politiques pour changer les choses, et souvent, notre technostructure ne veut pas changer. Et au contraire, des fois, même mettre des graviers, j'allais dire, dans les rouages. Et donc, si vous voulez, les politiques changent, mais la technostructure reste. Et en fait, on a du mal, nous, policiers, à anticiper les choses. Et là, je rejoins Denis Jacob. Effectivement, nous, l'anticipation, on ne connaît pas. On est plutôt réactif. C'est toujours au doigt mouillé. On a vu la crise. Aujourd'hui, on a une crise de la police judiciaire. Et moi, ça, tu vois, enfin, vous voyez, quand hier soir, je regardais Christian Flech sur BFM TV, puisque j'ai participé à cette émission, il y a 15 ans, j'allais le voir pour lui dire justement qu'on avait du mal à recruter à la PJ à Paris. Et ça les faisait rigoler. Ça les faisait rigoler parce qu'en fait, pour eux, nous ne sommes pas des sachants, on n'a pas passé le même concours de police. Et donc, du coup, ils ne croient pas à la base. Et donc, quand on leur fait remonter qu'il y a des dysfonctionnements, qu'on va avoir un problème, eh bien, effectivement, quelques années plus tard, on est en plein dedans. Et là, il faut prendre des mesures d'urgence et qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, c'est aussi, ça passe effectivement, comme disait Denis, par l'accueil du public. Quand on reçoit dans les commissariats du public qui vient pour déposer plainte, on veut parler à des gens, on ne veut pas parler à des ordinateurs. Alors, l'après-plainte, je suis d'accord, ça peut trier, ça peut faire gagner du temps, mais il y a une façon d'accueillir les gens. Et nous, on est débordés, et ce stress-là d'être débordé, de faire des retours d'expérience systématiquement, de faire des statistiques pour notre hiérarchie, qui après, elle aussi, les manipule, les donne après au ministère qui en fait des 4 par 3 de publicité dans les médias,
Ben ça nous prend du temps aussi. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, la culture du chiffre, il va falloir la retirer un jour parce que nous, ça nous prend beaucoup de temps et surtout, c'est que ça nous pose des problématiques euh, pour, euh, pour s'organiser, pour avoir une bonne gestion de la police. Et puis, ça passe aussi, par exemple, puisque j'ai mon collègue Alain Vastel qui est CRS, ça passe aussi, par exemple, sur les plages cet été par les maîtres nageurs sauveteurs. Alors, c'est très bête, hein, mais il n'y en aura pas cet été. C'est 280 MNS, CRS qui, normalement, vont sur les plages. On a connu des grandes époques, il y en avait 800. Et ça, c'était le contact avec les gens l'été. Les CRS, comme on leur disait, sont ceux, vous savez, qui font les manifs l'hiver, avec qui vous crachez dessus, vous envoyez des cocktails Molotov, enfin pas tous bien sûr, et vous criez CRS, SS. Eh ben, l'été, ce sont ceux qui vont vous sauver vos gamins dans la mer. Et ça, c'était aussi un contact avec la population, de ce contact-là, d'aller vers les gens et de se dire, bah, tiens, la police, elle est diversifiée. Elle ne fait pas qu'un seul métier. Il y a pléthore de métiers dans la police. Et aujourd'hui, c'est pareil. Moi, je vous dis, il faut qu'on déconstruise un petit peu cette idée reçue sur la police. Quand j'entends aussi que la police est raciste, allez dans les commissariats et regardez, le policier aujourd'hui, il est diversifié, il vient de plein d'horizons. Et moi, j'ai plein de collègues, on travaille nous aussi au Bureau national avec des collègues qui viennent de plein d'horizons et qui sont à l'image de notre société. Et ça, il faut le déconstruire parce que justement, on en souffre, nos collègues en souffrent. On a quand même un taux record de suicides à l'année. C'est à peu près une cinquantaine par an, mais parce que ça contribue aussi à ce mal-être policier. Voilà. Merci, M. Couvi. Alors, j'ai plusieurs demandes d'intervention. Luc Faisandier, Nesrine, que je salue, Patrick Pugès, puis de nouveau M. Jacob. Luc Faisandier. Oui, merci beaucoup. Déjà, je m'excuse, il y a du bruit de fond. Je vais poser ma question très rapidement. Pour revenir sur la proximité, est-ce que plutôt que d'avoir une brigade dans chaque bourg, dans chaque quartier, il ne faudrait pas la penser en matière de délai d'intervention, par exemple 30 minutes maximum pour qu'une patrouille intervienne? Je m'explique. Aujourd'hui, en tant que réserviste de la gendarmerie dans un département rural, il arrive souvent qu'on ait des délais d'intervention très longs, tout simplement parce qu'il y a très peu de patrouilles qui tournent et que les PAM ne sont pas appelés à sortir pour certaines interventions. Donc les PAM premiers à marcher, enfin primo-intervenants, ceux, ceux à qui ça ne parle pas. Et donc c'est lié indirectement au manque de personnel. Donc est-ce que sur ce point-là, sur les délais d'intervention, il y a aujourd'hui une réflexion au niveau des états-majors, même si c'est sûrement un point qui concerne plutôt la gendarmerie, peut-être que la police en milieu urbain. Merci beaucoup et d'avance pour votre réponse. Qui veut répondre à cette question? À moins qu'on prenne plusieurs questions en suivant, si vous le souhaitez. Allez, Nesrine. Bonsoir à tous, ravie. Merci à nos invités d'être présents pour ce soir. Moi, je suis Nesrine Rezakbara, je suis maire adjointe à la sécurité à Nanterre. Voilà, et je copilote cette convention avec Roger. Donc j'ai entendu un petit peu les uns et les autres. On parlait effectivement et très justement, vous le disiez, par rapport à cette volonté d'intervenir dans les conseils de quartier, dans la cité, dans les quartiers. Moi, je vais pointer la problématique des manques de moyens humains parce qu'à un moment donné, ça existe et c'est de plus en plus criant. Moi, je prends par exemple ma commune, une ville de 100 000 habitants qui est malheureusement plus que connue ces derniers temps. On peut se retrouver des week-ends avec une voiture et 3 agents, et encore, c'est compliqué. J'entends ce que vous avez dit, on partage, et je vais pas parler au nom de tous, mais je pense que si on est là, c'est qu'on fait partie de la gauche qui aime la police et qui soutient cette démarche. Et moi, par exemple, je suis honorée de pouvoir être adjointe à la sécurité dans une ville communiste et de pouvoir peut-être mettre à un moment donné de la police municipale, mais c'est compliqué. Et je partage également l'avis de mes collègues qu'aujourd'hui, on doit intervenir, nous, en complément de l'État pour mettre en place des policiers municipaux. Mais un policier municipal, moi, je fais partie de celle qui dit n'est pas un policier national. Je ne les mets pas du tout au même niveau et je serais intéressée de savoir votre avis parce qu'on dit non, mais Nesrine, policier national et municipal, c'est pareil. Je dis non, c'est pas pareil. Donc, je pense que nous, on est en complément de cette police de proximité
qui n'existe plus ou peu ou pas. Et par ailleurs, au vu des problématiques qu'on a, qu'elles soient idéologiques ou financières, on ne peut pas leur permettre d'accéder à des moyens. Moi, je vois Nanterre, c'est idéologique. Notre police municipale n'est pas armée. On est plutôt sur de la lutte contre les incivilités, les voitures ventouses, épaves et tout ce qui va avec. Ça, c'est la question des moyens et j'aimerais bien un petit peu vous entendre aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait plus de moyens? Est-ce que c'est une problématique parce que aujourd'hui les personnes ne souhaitent pas s'investir dans la filière de la police? Est-ce que c'est une problématique de concours, d'engagement, de paye et c'est aussi une fonctionnaire qui vous parle? Et deuxième chose, en lien avec cette question d'effectifs, on demande aux villes et comment dire, on les encourage à mettre de plus en plus de vidéoprotection en disant que ces caméras de vidéoprotection vont permettre d'aider la police nationale à faire des enquêtes, à essayer de prévenir des risques. Et je vois l'avenue Pablo Picasso qui est aussi connue au niveau international. J'ai plus de 20 caméras et c'est pas pour autant que le trafic de drogue cesse ou baisse, mais bien au contraire, ils en ont rien à faire des caméras, ils sont là, elles sont là. Donc voilà, c'est ces deux questions. Et moi, ce qui m'inquiète, hein, encore une fois, c'est un petit peu de provocation. Est-ce qu'aujourd'hui, la police nationale ne va pas devenir un peu comme aux États-Unis, une sorte de FBI et la police municipale va être plutôt sur le terrain par rapport à toutes ces difficultés que j'ai pu étayer. Voilà, j'en serai pas plus longue, mais j'aurai plus tard une deuxième question parce que j'aimerais bien vous entendre sur les questions de place nette, parce que c'est bien évidemment le sujet, mais je ne sais pas si vous en avez parlé. On en a parlé tout à l'heure. Alors, ta question Donc, rejoint en voilà. partie celle de Nicolas sur la nature des complémentarités et des relations entre police nationale et police municipale. On va prendre peut-être la dernière question, enfin la dernière, ce groupe de questions, hein, de Patrick Pugès, et puis ensuite je laisse la parole à nos invités. Oui, je voulais revenir sur la coupure entre la technostructure et le reste des corps de police. Euh, Mon père a commencé comme comme gardien de la paix et a terminé commissaire principal après avoir passé tous les concours. François Commet et moi, on appartient à un corps de fonctionnaires dont un tiers du recrutement était assuré par des promotions sur concours de gens qui avaient commencé vraiment dans des tâches d'exécution, mais vraiment, je me rappelle un collègue qui avait gravi lui aussi tous les échelons. Est-ce qu'aujourd'hui, ces possibilités de promotion, d'entrer dans le corps des commissaires quand on a commencé gardien de la paix, est-ce que ça existe toujours ou est-ce que ça a été coupé? Merci Patrick. Alors, messieurs, il y a plusieurs types de questions. Vous les avez notées, j'imagine. Je vous laisse répondre. Oui, je vais prendre la parole si vous me le permettez, si Jean-Christophe n'y voit pas d'inconvénient, mais je pense qu'il rebondira de toute façon derrière. Alors, pour répondre à la première question donc, de Monsieur Fézandier, c'est ça? Délai d'intervention, c'est déjà pris en compte, si vous voulez. Mais très souvent, d'une commune à l'autre, c'est le même résultat. Vous avez très souvent, chaque commune, surtout en soirée, a une patrouille, pas deux, et que quand vous êtes investi sur une mission, vous ne pouvez pas savoir déjà combien de temps votre mission va durer. Elle va prendre peut-être 5 minutes, mais elle va peut-être prendre 1 heure, vous ne le savez pas à l'avance. Et que, en général, quand on est engagé sur une mission, ce qu'on appelle le centre de commandement ou la salle de commandement, on voit le véhicule le plus proche. Donc ça peut être très bien le véhicule de la commune avoisinante, mais si la commune avoisinante est elle aussi prise sur une mission, eh bien on va prendre sur une autre commune. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Madame, moi j'ai fait 7 ans à Villeneuve-la-Garenne, donc je connais très bien le département des Hauts-de-Seine. Très souvent, on m'envoyait sur Nanterre, notamment à Pablo Picasso. Parce que déjà dans les années 90, on avait des problèmes à Pablo Picasso, notamment, pas que cette cité malheureusement, mais et très souvent Nanterre était débordée et on faisait venir les effectifs des autres communes. Même en prenant la 86 de Villeneuve-la-Garenne pour aller à Nanterre, déjà compter au moins un quart d'heure. Et en plus, on ne connaît pas la topographie de la commune. On est de Villeneuve-la-Garenne, on n'est pas de Nanterre. Donc il fallait qu'on prenne à l'époque, puisque maintenant
on a les indicateurs numériques, mais à l'époque, on avait les indicateurs de la ville. Et donc, on prenait notre petit bouquin et puis on feuilletait Nanterre et puis on regardait où se trouvait la rue. Donc, prévoir un délai d'intervention. Alors, fort heureusement, aujourd'hui, on a des outils numériques qui permettent d'être beaucoup plus rapides avec Waze notamment. Je ne veux pas faire de publicité, mais bon, on a des GPS qui sont efficaces et qui nous permettent en plus de contourner les bouchons pour aller plus vite. Mais il y a une prise en compte de ces délais d'intervention. Après, malheureusement, c'est pas une science exacte et on fait comme on peut avec les effectifs que l'on a. C'est pris en compte, mais avec l'effectif que l'on a, on n'est pas forcément dans les meilleurs délais sur le lieu d'intervention. Un délai d'une demi-heure, c'est un délai raisonnable, je vous l'accorde, mais malheureusement, on ne peut absolument pas le garantir. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faudrait, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, à revenir à des gros services d'intervention à l'instant T pour avoir deux, trois patrouilles en même temps, de façon à ce que le premier véhicule qui est pris sur une intervention, eh bien, on puisse passer sur la deuxième, sur la troisième. Vous savez, aujourd'hui, quand une patrouille de sécurité publique ne peut pas intervenir, vous savez, et ça fait d'ailleurs débat, vous savez qui on envoie sur un différend familial ou sur une rixe? La BAC parce que le véhicule de sécurité publique est pris par ailleurs. Donc c'est sûr que dans le rapport à la gestion d'une situation, la sécurité publique n'a pas complètement la même approche qu'un effectif de BAC qui, lui, est formé pour intervenir. BAC, hein, brigade d'anticriminalité, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'est pas là pour aller régler un différend familial ou une rixe, mais malheureusement, il est policier et que quand le véhicule primo-intervenant est pris sur une mission, eh bien, on fait appel aux unités qui gravitent autour pour les faire intervenir sur une deuxième mission. Juste en 10, vraiment 10 secondes, excusez-moi. Ma question, parce que dans le groupement de gendarmerie où je sers, il arrive très régulièrement que sur l'ensemble du groupement, donc en Lot-et-Garonne, on ait très peu de véhicules, c'est-à-dire deux véhicules qui tournent hein, au service de nuit. Et c'est régulier qu'on est, alors même qu'on n'est pas forcément en intervention, mais seulement en contrôle, par exemple en contrôle routier, qu'on se retrouve avec des délais d'intervention de 40 minutes, où on doit traverser l'ensemble du département, et tout ça parce que derrière, il y a un manque de personnel et qu'il faut faire tout simplement tourner. Donc, c'était le sens de ma question, et merci beaucoup pour Je votre vous en prie, réponse. et d'ajouter, si vous me permettez, que au niveau de la police qui est en secteur urbain, comme vous le savez, le téléphone du 17, ça sonne toutes les 10 secondes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une succession de demandes d'intervention. Dans l'heure, vous pouvez avoir 5, 6, 7 demandes d'intervention qui fait qu'on ne peut pas y répondre. Et je rejoins la problématique qui est un peu différente par rapport à la gendarmerie, qui est plus une question de superficie de territoire à couvrir que nous, qui se règle au niveau d'une circonscription. Mais nous, ce n'est pas le délai de route qu'on a, c'est le nombre d'interventions qu'on a à gérer qui fait qu'on ne peut pas y répondre dans un délai suffisamment court, en tous les cas, en termes, surtout quand il s'agit de missions graves, hein, notamment je pense aux violences intrafamiliales sur lesquelles on peut être appelé. On aimerait pouvoir faire plus vite, mais malheureusement, on a des contraintes de missions et d'effectifs qui fait on apporte la réponse que quand on peut le faire matériellement, et très souvent, c'est plusieurs dizaines de minutes. Pour répondre à Madame, euh, sur sur la police municipale par rapport à la police nationale, oui, je vous confirme, la police municipale, ce n'est pas la police nationale. La police, c'est une mission régalienne de l'État et elle doit demeurer une mission régalienne de l'État. Des policiers municipaux ne sont pas formés comme des policiers nationaux. Ils ont une formation hein, qui est adaptée, mais qui n'est pas une formation de 12 mois comme on peut la connaître en police nationale. Hein, c'est plusieurs semaines. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 16 semaines, la formation en police municipale. Peut-être que je dis une bêtise, hein, sous couvert 6 mois. C'est combien? 6 mois? 6 mois. 6 mois, d'accord. Donc ça fait J'avais pas mis 24 le semaines. micro. Oui, oui, je confirme ce que dit Nicolas, c'est 6 mois. Donc, on va dire ça fait 24 semaines. Donc, une demi-scolarité de police nationale. Après, sur le port de l'arme, moi, je suis très partagé parce que le port de l'arme, c'est pas pour faire des missions régaliennes de l'État.
c'est pour assurer avant tout la sécurité des agents et la sécurité d'autrui, parce que vous le savez, maintenant, très souvent, la police municipale sont des primo-intervenants, et je vais prendre malheureusement un exemple très grave, les attentats de Nice. Quel effectif premier est intervenu sur les attentats de Nice? La police municipale. S'ils avaient été armés, d'ailleurs, je crois qu'ils ont tiré d'ailleurs les policiers municipaux à Nice. Donc ça démontre bien qu'il y a une utilité. Je ne suis pas pour le tout armement, mais malheureusement, aujourd'hui, vous le savez, on est dans une société qui est ultra violente et les premières personnes à qui on s'en prend, c'est ce qui représente l'État. Et aujourd'hui, le malfaiteur, il ne veut pas aller voir si dans le dos, c'est marqué police municipale, police nationale, agents de surveillance de la voie publique, les ASVP, comme on les a connus sur la ville de Paris. On est tous en bleu. Donc, dès qu'on est en bleu, on est la police, peu importe si on est national, municipal, local, gendarmerie nationale, on se fait tirer dessus. Et je vais même aller plus loin. Les pompiers, aujourd'hui, se font tirer dessus quand ils interviennent dans des quartiers difficiles. Eux-mêmes sont la cible de personnes malfaisantes. Donc, je pense, c'est un débat, hein, c'est un vrai débat, et ça va être difficile de le trancher sur la question est-ce que la police municipale doit être armée ou pas? Moi, je pense qu'elle devra l'être si on lui redonne un autre statut que celui qu'il a, mais après, c'est le débat du pouvoir du maire, hein, parce que vous le savez, la police municipale a une double tutelle, hein, le maire et le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un sujet très compliqué. Je ne sais pas si on arrivera à le trancher un jour, mais en tous les cas, aujourd'hui, la police municipale, ce n'est pas la police nationale. Elle ne peut pas avoir les mêmes missions, même si mes camarades de la police municipale demandent à avoir les mêmes prérogatives que la police nationale avec le même statut. Il faut qu'ils deviennent policiers nationaux dans ce cas-là. Et à ce moment-là, fusionnons les deux et on aura réglé le problème avec un corps dédié à la police de proximité et puis la police nationale d'origine à des missions d'investigation. Parce que oui, je vous réponds, la police nationale aujourd'hui, c'est le FBI américain et la police municipale, c'est les policiers locaux américains qui sont au contact de la population. Ça a été une véritable volonté sous Nicolas Sarkozy, hein. Vous savez, on a eu la réforme des RG qui est devenue la DCRI, puis la DGSI. On a eu aussi le renseignement général qui a disparu pour devenir le renseignement territorial, à qui on a retiré un grand nombre de missions. Il ne faut pas le nier. Alors, on y revient aujourd'hui, mais on a perdu près de 20 ans, hein, puisque la suppression des RG remonte à 2008. Donc, on est en 2024, ça fait 16 ans. Aujourd'hui, on revient avec une direction nationale du renseignement territorial. Donc, tout ça, forcément, fait que ça désorganise. Et Jean-Christophe a parfaitement raison. On a une technostructure qui fait qu'il y a des impulsions politiques qui sont freinées par la technostructure. Et je vais arriver sur ce que disait monsieur Pugès par rapport au commissaire. Aujourd'hui, on n'a plus de vrais flics en nombre à la tête de la police. Alors, pour vous répondre, oui, on continue à recruter en interne, mais on n'est pas dans le nombre de recrues qu'on avait par le passé. Moi, quand je suis arrivé dans la police, mon patron était un ancien gardien de la paix. Et quand on l'appelait patron, c'était un signe de respect et de reconnaissance. Aujourd'hui, les commissaires, alors je ne veux pas les dévaloriser parce qu'ils ont des cursus d'études qu'on n'avait pas il y a 40 ou 50 ans, mais aujourd'hui, ils sont formés pour être des managers, pour diriger des pions sur un papier, pour dire, ben voilà, et Jean-Christophe le disait tout à l'heure, il y a tel objectif à accomplir, bon, ben on va mettre telle unité, et en fait, tout est fait sur le papier, et il y a aussi cette rupture interne entre les corps qui fait que ça génère des tensions, et aujourd'hui, un grand nombre, pour pas dire la majorité des commissaires, ne sont pas issus du cru. Et je pense que ça, c'est un vrai problème parce que ce sont les pensants. Donc, comme ils sont les sachants, les pensants, ils pensent qu'ils ont raison sur tout. Et or, ce qu'il nous manque aujourd'hui dans la police nationale, et Jean-Christophe l'a abordé également succinctement tout à l'heure,
c'est l'expérience de terrain. Aujourd'hui, on ne fait pas participer les policiers de terrain à comment conduire les objectifs qu'on nous demande. On est des exécutants, on claque du doigt, on doit obéir, point. Très vertical encore dans la police. Et donc, on ne fait pas des réunions où on dit, bon voilà, on a tel objectif, qu'est-ce que vous en pensez dans tel secteur, comment vous travaillez? Mais non, là, on ne peut pas le faire de cette façon-là, parce que sur le terrain, c'est compliqué, il vaudrait mieux faire de telle façon. On ne nous associe pas, nous, on ne demande pas à prendre des décisions, mais à nous associer à comment conduire les objectifs. Alors, ça peut être fait avec des chefs de brigade, bien évidemment, il peut y avoir des concertations. Mais l'acteur de terrain, le policier lambda, lui, n'est pas associé sur la façon dont il faut conduire les objectifs. Et ça, c'est un réel problème. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette incompréhension de celui qui dirige à la tête de la police avec la base et ça génère des problèmes relationnels. Et donc, je pense que des réunions de briefing, des briefings, des retours d'expérience de terrain, même s'il y en a sur certaines situations, elle n'est pas généralisée à la mission de police générale au quotidien. Voilà, je ne sais pas Merci, si j'ai Monsieur répondu Jacob. à tout, mais je crois que, Je vais donner je la crois que j'ai parole fait le tour. à Ibrahim Mabouk. Simplement, pour cadrer un peu le débat, nous sommes ensemble depuis 18h30. Peut-être pour ne pas retenir nos invités de manière non raisonnable, je vous propose que nous arrêtions cette réunion vers 20h, ce qui nous fait 1h30 de débat, ce qui me paraît très raisonnable, en remerciant de T'as nouveau pas prévu l'apéro, Roger? Ce sera un apéro virtuel, Nesrine. Voilà, Ibrahim. Oui, merci. Donc, comme je disais au début quand je me suis présenté, moi, je suis chef du bureau de la sécurité du quotidien. Et alors, je ne vais pas vendre ici mon service, mais mon service est en charge justement de prévention et de rapprochement de police-population. Par exemple, je vais donner qu'un seul exemple, moi j'ai un PFAD, ce qu'on appelle, c'est un policier formateur antidrogue. Il est spécialisé pour aller justement au contact, notamment des collèges, afin d'empêcher la consommation de produits addictifs, sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Et ça, ce sont des postes aujourd'hui qui sont recherchés. Et on a du mal aujourd'hui à avoir un nombre de postes suffisant, je pense, au sein de la police. Il y a à bâtir des services comme le mien, mais qui font un peu partout, hein, sur tout le territoire, ce type d'action de prévention. Il y a à structurer, fédérer et organiser mieux ce type, je pense, de service à l'échelon national. Bon, j'en dirai pas plus parce que ma question était plus sur le domaine de la formation. J'aurais aimé avoir l'avis des représentants des syndicats sur la formation de la police nationale, parce que c'est toujours, dès qu'il y a un fait divers ou quoi que ce soit qui se passe, on nous parle de la formation de la police nationale. Moi, j'ai travaillé 9 ans en école de police, j'étais à Wassel, et ça a été aussi l'une des grandes variables d'ajustement, la formation. Moi, en 9 ans, j'ai dû connaître à peu près 9 réformes de la durée de la formation de la police nationale. La spéciale à 6 mois, à 9 mois, à 8, à 10, on revient à 12. C'était assez épuisant pour tous les agents qui sont au travail dans les écoles, de constamment de rechanger la formation initiale. Donc, j'aurais aimé avoir votre avis sur aujourd'hui, le dispositif de formation initiale vous apparaît-il efficace dans la dernière mouture qui est donc à 12 mois? On sait que la police, comme l'ensemble aujourd'hui malheureusement de la fonction publique, traverse une crise aussi d'attractivité et on ne peut pas faire une sélection, on va dire, à la base sur le nombre, parce que sinon on se priverait sans doute de quantité de candidats. Et il ne faut pas, faut toujours penser dans nos débats, puisqu'on passe pour un plan qui viendrait si nous revenons au pouvoir, qu'aujourd'hui aussi la police elle traverse une grande problématique RH avec des départs massifs en retraite. Il faut bien le penser, hein, quand on allonge la durée de la formation, ça veut dire que c'est moins de bleus qui arriveraient sur le terrain pour pouvoir remplacer ceux qui partent en retraite. Et ceux qui partent en retraite sont des gens d'expérience, des brigadiers chefs, des majors, essentiellement, pour parler du corps CEA, et ça va être du jeune gardien qui arrive. Et donc, c'est aussi un équilibre à trouver dans cet élément de la formation initiale. Mais également, je voudrais avoir votre avis sur la formation continue, puisque l'un des objectifs
et d'augmenter le temps normalement des agents passés en formation continue. On sait qu'on a aussi sur le nombre de formateurs le FTIC. Donc c'est alors, pour préciser pour tout le monde, parce que sinon on parle jargon. euh, c'est le formateur spécialisé en technique d'intervention. C'est celui le plus sportif, celui qui va faire les séances de tir. Mais on a le formateur généraliste. Tout ça, ce sont des postes aussi qui manquent foncièrement, que ce soit en école de police ou dans les services départementaux, pour pouvoir conduire une politique de formation ambitieuse, je dirais, à destination des collègues. Diffusion des mallettes pédagogiques. Moi, pendant des années, je me suis battu pour essayer de descendre des mallettes qui étaient bloquées au niveau zonal, qu'on ne voulait pas nous donner pour des raisons de X ou Y. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, j'aimerais avoir un petit peu votre vision de la formation initiale, continue, et à titre très personnel, si on pouvait éviter d'avoir du e-learning comme formation, je pense que ce qu'on aime, c'est avoir du face-à-face pédagogique avec des personnes, d'échanger, et c'est ça qui, je pense, les collègues aussi attendent de la formation. Je vous propose quelque chose, c'est de faire une réponse par rapport aux 3 questions qui étaient demandées avant. Et après, je laisserai mon collègue Alain Vastel, puisqu'il est en charge de la formation au syndicat, développer, si vous voulez, par rapport à la dernière question. Vite fait, parce que c'est vrai que Denis Jacob a bien déblayé le terrain. Sur la première question et des interventions. Alors, c'est vrai que les gendarmes aiment bien se mettre en avant. Ils ont une force de frappe médiatique qui est pas mal, bien rodé. Il faut savoir, par exemple, les policiers, les commissariats de police, ce sont les seules structures qui sont ouvertes H24. Les gendarmeries sont fermées la nuit. C'est-à-dire que vous avez une gendarmerie de permanence et après, les gendarmes tournent. Effectivement, ils ont un territoire en patrouille. Mais si vous voulez déposer plainte, vous revenez le lendemain matin dans une autre gendarmerie. Nous, on prend toutes les plaintes tout le temps H24. Donc, ça consomme, nous aussi, de l'effectif, entre guillemets. J'aime pas parler comme ça, mais par rapport aux gendarmes, nous, ça consomme de l'effectif. La délinquance et le territoire, c'est important aussi. Euh, la police nationale couvre 20% du territoire et a 80% de la délinquance. Et les gendarmes, la nature est bien faite, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont 20% de la délinquance sur 80% du territoire. Donc effectivement, on n'est pas installé pareil, on n'est pas sur la même structure. Nous, on n'intervient plus sur le milieu urbain, donc on est un peu plus réactif. Ce qu'il faut savoir sur les patrouilles, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'à Nanterre, vous êtes un peu seul. Vous avez quand même la chance, effectivement, c'est d'avoir quand vous appelez au secours, vous êtes policier et vous voulez des effectifs. Paris, la région parisienne, vous avez tout de suite des effectifs qui viennent d'autres villes, d'autres agglomérations vous aider. Je vais prendre un exemple, c'est Châteauroux, que tout le monde connaît. Là, il y a quelques jours, malheureusement, on aurait préféré voir Châteauroux dans d'autres conditions. Quand c'est arrivé avec le petit Matisse, les collègues, notamment pour la soirée, ils avaient 2 voitures. Ils étaient 6 effectifs pour tout Châteauroux, 6 effectifs, 2 véhicules et une BAC de 3 personnes jusqu'à 1 h du matin. Et après, les collègues nous disent la nuit, ils sont 5, voire 6 pour une agglomération de 75 000 habitants. Voilà. Et il y a quelque temps, en décembre, il y a un forcené qui s'était retranché. Tous les policiers, j'allais dire, disponibles sur Châteauroux, c'est-à-dire 5 de nuit, sont intervenus. Le raid était en contact avec eux en leur demandant combien ils étaient pour intervenir. Et quand ils ont vu qu'ils étaient 5, ils ont dit, OK, bah surtout, vous n'intervenez pas, on arrive, on prend les affaires en main. Quand à Châteauroux, vous criez au secours parce que vous avez besoin d'effectifs, vous attendez les effectifs de Blois ou de Tours. À Angoulême, par exemple, vous attendez les effectifs de Bordeaux. Donc imaginez, entre Bordeaux et Angoulême, les minutes comptent. Et je peux vous dire que vous êtes souvent seul. Donc la police parisienne, même si on se plaint aussi en effectif, c'est pas la même police que la police d'agglomération en province. En province, quand vous êtes seul, vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez sous la main. Et donc, c'est plus du tout la même approche de la police. Et ça, c'est bien de dire aussi dans les médias, parce que on se débrouille, comme on dit dans le jargon, avec notre bite et notre couteau. Voilà. Désolé pour les oreilles chastes, mais c'est un peu ça. La différence entre les policiers nationaux municipaux, effectivement, la police municipale, c'est la police du maire. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs que la police nationale. La police nationale, c'est le contrat social de Rousseau. Chaque citoyen a droit à avoir un même niveau de sécurité, qu'il habite dans l'ouest de la France, dans l'est ou dans le sud. Et ça, c'est un engagement. Vous êtes citoyen et en échange, vous demandez cette protection, que cette protection soit égale. Effectivement, le policier municipal n'a pas les mêmes prérogatives. Tout le monde ne demande pas à être d'ailleurs comme les policiers nationaux parce qu'ils sont aussi conscients
de leur capacité et de ce que ça veut dire aussi en engagement, parce que la police nationale, c'est l'engagement H24. Les policiers municipaux, ils aiment bien s'engager, mais ils ont aussi leurs limites et ils le savent. Euh, Après, j'allais vous dire, on fait attention parce qu'il y a cette volonté de mixer les commissariats avec justement les plateformes de police municipale. On voit à Nice, il y a un seul commissariat qui est en construction qui regroupera à l'intérieur police nationale, police municipale. Alors effectivement, ça fait des économies d'échelle, mais après on a mis nous aussi un peu le haut là parce qu'il y a par exemple, il y a quelques temps, il y a eu un DDPN, un directeur départemental de la police nationale, qui a voulu faire des patrouilles mixtes, c'est-à-dire dans une voiture de police nationale, vous mettez un policier national, un policier municipal pour faire des patrouilles. Bon, ben là, on a dit stop, on arrête, halte au feu, c'est pas du tout la même façon de faire. Sur l'armement des polices municipales, il y a un sujet là aussi, mais en 2015, malheureusement, les attentats ont changé beaucoup de choses. Clarissa Jean-Philippe, qui était sur Montrouge, je ne dis pas que si elle avait été armée, elle aurait pu s'en sortir, mais peut-être que son collègue ou ses collègues auraient peut-être pu lui sauver la vie aussi. Effectivement, ça c'est, j'allais dire, le policier municipal qui est recruté, qui connaît son contrat et qui sait qu'il ne sera pas armé, à lui d'aller dans cette mairie ou de ne pas y aller. Maintenant, comme vous disiez, c'est idéologique. Aujourd'hui, on a changé d'air depuis 2015. Les attentats sont venus maintenant, effectivement, les policiers, on a vu même nos administratifs à nous, qui ne portent pas d'armes. Dès lors que vous sortez d'un commissariat, vous êtes identifié comme policier et le terroriste s'en fiche de savoir si vous êtes municipal ou national ou si vous êtes administratif. Ça, c'était un point de débat que vous aurez peut-être après. Vidéoprotection, ça nous sert beaucoup, nous, pour résoudre des affaires, effectivement. En amont, ça sert aussi dans certains endroits, mais on voit bien que de toute façon, voilà, dans des cités, dans des quartiers, on n'a pas la masse humaine, les ressources humaines pour intervenir systématiquement quand on voit un délit, par exemple, quand il y a un deal de drogue, parce qu'on est dépassé. On n'a pas les moyens de traiter les affaires. Les procureurs de la République aussi classent souvent les affaires parce que, par exemple, la quantité de produits saisis n'est pas assez importante. Voilà, donc ça, il faut remettre, il faut refonder quand même, j'allais dire, toute la colonne vertébrale de la justice. Sur la technostructure, j'y reviens pas. Et puis maintenant, si la seule truc qui est marrant pour la technostructure, regardez la plaquette de présentation de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, donc l'école des commissaires. Vous allez voir un grand amphi avec des personnels avec des ordinateurs portables. Voilà. Et donc ça déjà, rien qu'en une image, vous savez ce que c'est que la police d'aujourd'hui, nos structures, notre technostructure, c'est ça. Ce sont des intellos qui décident de prendre à un moment donné l'uniforme et qui ont une ambition. C'est parce que la police, pour les hauts fonctionnaires, paye mieux que, par exemple, quand vous êtes préfet ou sous-préfet. Voilà, c'est un fait. Et maintenant, je vais vous laisser avec mon cher ami Alain Vastel, qui est en charge de la formation initiale et justement aussi continue. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. On vous entend bien, on vous entend bien. Eh bien, je pourrais juste reprendre in extenso les propos de M. Mabrouk parce qu'il a été très précis, parce que manifestement, ce n'est pas un profane en la matière de la formation au sein de la police nationale. Le sujet, en fin de compte, au sein pour la formation au sein de la police nationale, c'est juste qu'aujourd'hui, elle est perçue comme un coût, alors qu'elle devrait être perçue comme un investissement. C'est une réalité. Voilà, aujourd'hui, on doit toujours ajuster la formation au regard d'impératifs opérationnels. Ça, c'est une évidence. Il a parlé de formation initiale, donc des agents qui étaient fraîchement recrutés, avec des variations de temps sur cette formation initiale. Aujourd'hui, on est revenu à 12 mois, mais en fin de compte, en y intégrant pour partie, en tout cas, une formation OPJ, parce que dans le cadre des conclusions du Bureau de la sécurité, le président de la République a voulu que la formation d'OPJ intègre ce schéma de formation initiale. On est quand même dans un recrutement de masse, il faut le reconnaître aussi. Denis Jacob ne me contredira pas parce que on va avoir des gros départs à la retraite sur ces prochaines années et on a du mal à compenser sur le principe même d'une perte de attractivité de la filière métier. Hein. C'est évident, c'est pas attractif de devenir policier. Aujourd'hui, on a même dû adapter les conditions du concours de gardien de la paix tellement on avait des difficultés à recruter des volontaires. Ça, c'est un principe de réalité aussi, tout en sachant que entre 2026 et 2034, je crois, on devra former en moyenne 4000 gardiens de la paix par an.
principe de réalité aussi, il y a eu des fermetures de structures de formation au temps de la RGPP et de la MAP. On n'a plus les structures. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, on a des agents qui sont formateurs au sein des structures de formation et qui sont limite en burn-out parce qu'ils ont du face-à-face pédagogique de manière inconsidérée. Et c'est vraiment de l'abattage. Alors effectivement, cette année, on a besoin de venir donner des effectifs pour tenir cette échéance que sont les Jeux Olympiques. Ça, c'est une réalité aussi, mais pour autant, il ne faut jamais se départir du regard qu'on doit porter sur la prestation qu'on doit aux citoyens. Ça, c'est une évidence. Alors, le principe de la durée de la scolarité, si on a des niveaux de recrutement qui sont ceux qu'ils sont, il faudrait peut-être aussi, effectivement, parce que j'ai pu lire votre plaquette de présentation, effectivement, il faudrait peut-être aussi à un moment donné réfléchir à intégrer d'autres axes de formation dans la formation initiale et dans ce cas-là, accepter effectivement qu'on passe de 12 mois à peut-être 16 mois de formation et auquel cas accepter aussi qu'on n'ait pas immédiatement des effectifs à mettre dans les services opérationnels comme on peut le faire aujourd'hui. J'irai très vite quand même sur le dernier point, c'est le dernier point de la formation continue parce qu'il est essentiel. C'est le meilleur moyen malgré tout d'assurer la continuité du service public, hein, même c'est de former des agents. Le président de la République, toujours dans cette culture du bobo de la sécurité, s'est fendu d'une volonté d'augmenter de 50% le temps de formation continue. Moi, je vous annonce que ça va être une catastrophe. Ce sera une catastrophe parce qu'on a coupé la formation continue. Aujourd'hui, on l'a mis au titre des IPN à la main des directeurs zonaux de la police nationale dans les territoires. Et ce principe d'opérationnel va prendre la main très rapidement sur la formation. C'est déjà le cas. Et je suis très, très inquiet sur ce que sera la formation continue dans les mois à venir, voire les années à venir. C'est un vrai sujet. Et vous voyez, par exemple, je reviens rapidement sur la formation initiale. On a intégré la formation de l'OPJ dans la formation initiale. On aura d'ici quelques semaines les premiers résultats. Et je crains fort qu'on n'ait pas plus de 10% de réussite à cet examen. Voilà. Et alors, je ne vais pas me transformer en devin parce que j'ai aucun talent divinatoire, mais des informations qu'on a, il y a des gens qui vont en formation parce qu'ils y vont de manière forcée. Et c'est une matière, la police judiciaire, pour laquelle on doit avoir un minimum d'expérience et d'appétence. Et là, en l'occurrence, des gens qui sont profanes et à qui on oblige de suivre une formation pour laquelle ils n'ont aucune appétence, ça va nous donner ce type de résultats. Et ça aura immédiatement des résultats, des incidences sur les services au moment des affectations. J'essaie d'être assez bref quand même, mais la formation, c'est un socle vraiment d'un parcours professionnel, qu'elle soit initiale ou continue. Et aujourd'hui, c'est une variable d'ajustement, comme l'a dit M. Mabrouk, c'est une variable d'ajustement permanent. Et encore une fois, hein, je reviens sur cette petite phrase, mais c'est un réel investissement qui est nécessaire en fin de compte pour les agents de terrain. Et aujourd'hui, elle n'est vue que comme un coût par les gens qui vous dirigent. Voilà. Merci beaucoup de cet éclairage. Pas forcément très optimiste, mais de cet éclairage en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur Jacob, pour le mot de la fin, je vois qu'il est 20 heures passées. Ah, on ne vous entend pas, monsieur Jacob. Oups, autant pour moi. Voilà. Oui, je vais être très rapide et je vais éviter d'être trop redondant par rapport à ce que viennent de dire mes deux collègues, mais pour répondre à votre collègue de Nanterre, elle m'excusera, j'ai oublié son nom. On a oublié de parler sur la vidéoprotection. En fait, c'est pas tant pour agir à l'instant T pour régler des problèmes comme par exemple le trafic de drogue, mais bien alimenter a posteriori une enquête. Et c'est avant tout aussi pour nous, policiers, et là je parle des caméras piétons, un outil de vidéo, de protection juridique, parce que malheureusement, l'action de police aujourd'hui est systématiquement remise en cause, et on a besoin de démontrer par la preuve vidéo qu'on a fait notre travail dans de bonnes conditions. Quand ça n'a pas été fait, là aussi, il faut le dire, le policier doit en répondre. Mais cet outil-là, nous, on le revendiquait, et c'était une unanimité syndicale il y a maintenant une quinzaine d'années, que de pouvoir généraliser cet outil, qu'il n'est pas encore généralisé, puisque le ministre s'y est engagé, mais j'espère qu'on y arrivera avant la fin du quinquennat, que chaque policier soit individuellement doté d'une caméra et non pas une caméra par patrouille. Sur le recrutement, bien malheureusement, il y a une très grande désaffection pour le métier.
parce que on est peut-être rentré, nous, par vocation. Aujourd'hui, on rechigne à rentrer par vocation, même si on l'a, parce que quand on voit tout ce qui se passe et la mise en cause systématique des policiers, ça donne pas vraiment envie de rentrer dans l'institution si c'est pour être à la une des médias, parce qu'on a fait de manière légale. Je tiens uniquement sur cette partie-là, la légitimité de l'usage de l'arme quand elle est avérée, même quand elle est avérée, on remet en cause l'utilisation de l'arme par un policier et ça ne, comment dire, contribue pas à faire venir des jeunes gardiens de la paix chez nous quand on sait qu'on en est à recruter à la note la plus basse pour l'élimination. Mon collègue de formation me contredira peut-être, mais je crois que c'est entre 5 et 8. La note aujourd'hui pour le recrutement, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. C'est-à-dire qu'on nivelle par le bas parce qu'on n'arrive plus à trouver du policier. Je rappelle qu'en 2023, le nombre de départs de la police nationale est aux alentours de 10 000. 10 000 démissions, pas 10 000 départs à la retraite, 10 000 démissions. Donc ça démontre qu'il y a un malaise, qu'il n'y a plus de tripes à faire le métier de flic parce que c'est très cher payé quand vous êtes mis en cause et qu'on est systématiquement obligé de se justifier. Alors, non pas qu'il ne faille pas le faire, bien évidemment qu'on a des comptes à rendre, mais que systématiquement l'action de police soit mise en cause avant même qu'on ait les résultats d'une enquête, c'est quand même gravissime. Sur la scolarité, il y a quelques années, je dirais, c'était pas tant la durée des années de scolarité, des mois de scolarité qui faisait le flic. Moi, j'ai fait 8 mois de scolarité à mon époque. Je ne me considère pas être un plus mauvais flic que celui qui en a fait 12 ou qui en ferait 16. Sauf qu'aujourd'hui, on nous demande tellement de choses qu'on est obligé d'augmenter la durée de scolarité, puisqu'on nous demande d'être parfaitement au fait de tout ce qui est déontologie. C'est normal, mais il faut qu'on soit formé sur les luttes contre les discriminations, puis il faut qu'on soit formé sur la lutte contre les violences intrafamiliales et tout le reste. Donc, on en ajoute de plus en plus, et donc forcément, on est obligé d'allonger la scolarité. Et oui, forcément, ça demande du temps. Il faut savoir que budgétairement, mais ça, M. Vico le connaît, je pense certainement mieux que moi, mais un départ à la retraite et un recrutement. C'est-à-dire que quand quelqu'un part à la retraite, le poste, il doit être recruté. C'est 1 pour 1. C'est d'ailleurs la problématique qu'on a eue sous Sarkozy avec la RGPP, où on a eu des suppressions de postes non remplacés et qui a baissé le nombre de policiers. Donc, un départ à la retraite, c'est un recrutement. Je suis bien placé pour vous en parler, puisque moi-même, dans quelques semaines, je partirai à la retraite. Donc, je fais partie du lot de ces nombreux policiers qui vont partir à la retraite. Et l'inquiétude de mon collègue est justifiée. Est-ce qu'on aura la capacité de recruter de manière massive le nombre de départs à la retraite? J'en suis beaucoup moins sûr. Donc oui, sur la formation initiale, c'est à revoir, il faut la renforcer. Sur la formation continue, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Moi, je me souviens qu'on a un règlement intérieur dans la police nationale qui date de 1983, qui est toujours d'actualité pour certains passages parce qu'ils ne sont pas repris dans le règlement général d'emploi de la police nationale. Et en termes de formation continue, nous avions 2 heures de sport obligatoire hebdomadaire. Bien heureux celui qui pourra dire dans la police qu'il arrive à faire ces 2 heures de sport hebdomadaire sur son temps de travail. Je dis bien sur son temps de travail, puisqu'on est censé tous faire 2 heures de sport hebdomadaire sur son temps de travail. Donc même ça, on n'arrive pas à le faire, puisque l'opérationnalité, mon collègue l'a très bien dit, l'opérationnalité prime sur la formation continue, c'est-à-dire que si on ne peut pas la faire, eh bien on la fait pas, alors que c'est un droit, et c'est même un devoir qu'on devrait appliquer pour être mis à jour de tout ce qu'on doit savoir pour accomplir notre travail de policier sur le terrain. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, vraiment un grand merci à nos invités de vos éclairages hyper professionnels et qui nous éclairent énormément dans le travail que nous menons avec Nesrine et les différentes personnes qui animent 7 groupes de travail, je le disais, dans cette convention nationale et qui aboutira d'ici la fin de l'année. Et bien entendu, messieurs, à la fin de l'année, lorsque nous disposerons de ce document qui sera issu
ces réflexions, de ces conférences, de ces auditions, de ces 7 groupes de travail, eh bien, nous en ferons parvenir avec plaisir quelques exemplaires que vous pourrez également commenter. En tout cas, grand merci. Merci à tous les amis qui ont participé à cette réunion. Et puis, écoutez, bonne soirée à tous et à toutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore pour votre Merci. invitation. Merci à tous et à toutes. Grand Merci. merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne Merci. soirée, merci.